Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exode Call, aujourd'hui numéro 40. Et oui, déjà numéro 40, et oui, deuxième vidéo pour aujourd'hui, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc oui, déjà numéro 40, je suis moi-même étonné, mais c'est normal, c'est parce que ces derniers temps j'ai consacré un peu plus à la chaîne des vidéos de Petit Exode Call, tout simplement parce que j'avais pas le temps de préparer des exercices plus compliqués. Étant donné que je suis lancé sur l'écriture de la thèse, et donc évidemment, bon, voilà, il y a plein de choses là qui sont en cours de travaux, si je puis dire, ou des choses comme ça en tout cas, donc c'est pas facile de se donner du temps pour la chaîne ou des choses comme ça, donc bon, j'essaie de faire des efforts, et pour vous montrer ces efforts, c'est vraiment attaquer des petits exos de colle. Et donc bon bah, quitte à attaquer des petits exos de colle plus ou moins classiques, plus ou moins faciles, des choses comme ça, mais qui restent d'un certain intérêt, bon bah j'en profite et je vous en propose, d'autant plus qu'on m'avait, que j'avais remarqué suite à certains commentaires, j'avais remarqué que j'avais pas proposé beaucoup d'exercices qu'on pouvait aborder en première année de classe préparatoire. Bon bah là, voilà, on essaie de rattraper les choses. Bon, cet exercice par contre est un exercice vraiment ultra classique, qui pourrait être abordé en première année de classe préparatoire, mais c'est plutôt un exercice qu'on aborderait entre la première année et la deuxième année, peut-être plutôt vers le début de deuxième année de classe préparatoire. Mais ça peut être quand même quelque chose qu'on peut aborder en première année, juste pour travailler l'arithmétique vraiment un petit peu plus poussé. Et vraiment, bah, c'est un exercice, il faut savoir le faire, quoi. Là, cet exercice-là, c'est un exercice qui est carrément, hein, c'est carrément un résultat du cours de deuxième année de classe préparatoire là que je suis en train de vous montrer là. Donc normalement ça devrait bien vous parler ce résultat. Si ça ne vous parle pas, c'est que soit vous ne l'avez pas encore vu et que vous êtes en première année de classe préparatoire et que c'est normal. Mais si vous êtes en deuxième année de classe préparatoire et que vous vous dites que je ne l'ai pas vu, il y a un problème. Donc, ou alors vous n'avez pas encore fait le cours là-dessus. Mais bon, normalement, ce cours d'arithmétique ou de groupe ou des choses comme ça un petit peu plus poussées sur les groupes, notamment les groupes Z sur NZ, eh bien là, ces choses-là, c'est les premiers trucs qu'on devrait commencer à avoir en tout cas en deuxième année. Ça fait partie en tout cas, je pense, des premiers chapitres. Donc bon, là, comme on arrive en deuxième moitié de l'année, j'ose espérer que vous l'ayez vu. Donc voilà, donc ça fait vraiment partie des gros classiques, de montrer donc que si je prends deux entiers naturels non nuls, tels que le PGCD vaut 1, alors m élevé à la puissance phi de n est congru à 1 modulo n avec phi indicatrice de l'air. Donc l'indicatrice de l'air, ça dit que ça nous donne le nombre d'éléments qui sont premiers avec n et qui sont compris entre 1 et n. Donc voilà, donc c'est un exercice vraiment ultra classique. J'aurais quelques petites choses à vous raconter à la suite de la résolution. Je ne vais pas en parler tout de suite, mais je vais garder ça au chaud pour plus tard. Et je vous invite, hein, même pour ceux qui ont déjà vu cette propriété-là, ça fait pas de mal de se lancer le défi, et je vous le lance ce défi, de se lancer le défi d'essayer de résoudre cet exercice sans rejeter un coup d'œil à votre cours. Essayez de voir si vous vous souvenez bien de comment on résout ce truc, et comment on arrive à montrer cette propriété. C'est toujours bien de réviser ces classiques. Pour ceux qui n'ont jamais vu cet exercice, bon bah ça fait un défi plus compliqué évidemment, mais voilà. Pour n'importe qui veut se lancer sur cet exercice, en tout cas, je vous invite, comme d'habitude, à faire une petite pause maintenant, avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre concernant une résolution de cet exercice. Donc. Ok, bon bah on est parti. Et là, je vais vous proposer une résolution plutôt deuxième année de classe préparatoire. Je pourrais faire quelque chose en première année de classe préparatoire, je pourrais faire quelque chose adapté à ça, mais je vais préférer faire quelque chose plutôt de deuxième année de classe préparatoire parce que bon bah les choses se manipulent beaucoup mieux là-dedans avec ces outils-là. Et de toute façon, les outils que je vais utiliser peuvent se retraduire ensuite. Si je voulais juste faire de l'arithmétique, ça pourrait se retraduire. Donc voilà, peut-être pas de manière très facile, mais ça pourrait se retraduire. Donc je vais vous sortir une preuve que vous avez certainement déjà vue, mais qui est quand même l'un des fondements en tout cas de ce genre de résultat qui est vraiment un résultat très important, très important au sens de la cryptographie par exemple, de tout ce qui est code RSA et tout ça, hein, pour ceux qui ont peut-être déjà se sont déjà penchés sur la question, c'est vraiment lié à des choses qui sont liées à nos codes de carte bancaire, donc voilà, c'est vraiment une question fondamentale, là, un exercice fondamental dedans. Donc, alors la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on travaille à congruence modulo n. Donc ça veut dire qu'il suffit de répondre à cette question
avec m compris entre 1 et n. Je ne veux pas prendre 0, hein, parce que 0, le PGC... Enfin, là, on a dit que les entiers, on les prend non nuls. Mais si j'avais pris 0, il y aurait un problème avec le PGCD. De toute façon. Donc, en effet, on peut remarquer qu'on peut se réduire. Remarquons que nous avons à résoudre le problème modulo n. Et donc pour cela, on va travailler donc dans z sur nz. D'accord? Alors z sur nz, je rappelle que ça veut dire que vous prenez les classes d'équivalence pour la congruence modulo n. D'accord? On prend les classes d'équivalence pour la congruence. Donc ça veut dire que deux éléments sont congrus modulo n, ça va être équivalent à dire qu'ils sont dans la même classe d'équivalence. D'accord? Donc je vais travailler là-dedans. Très bien. Donc les classes d'équivalence dans z sur nz, ce sont tous les... donc je vais peut-être rappeler ça. Z sur nz, ça va être l'ensemble des k bar. D'accord? Avec k compris entre 0 et n. Voilà, déjà commençons par ça. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quoi les inversibles pour la multiplication de z sur nz? Quels sont les éléments inversibles par la multiplication des éléments de... Donc, par la multiplication dans z sur nz. Quels sont les inversibles? Eh bien, les inversibles, il se trouve que c'est exactement les classes de conjugaison, classes de équivalence, pardon, pas de conjugaison, les classes d'équivalence données par les k qui vont être premiers avec n. Alors là, c'est un rappel de cours. K premier avec n, k compris entre 1 et n. Pas besoin de prendre 0. Là, c'est un rappel de cours, mais si vous voulez refaire la preuve de ce résultat, il suffit d'utiliser Bézout. C'est la relation de Bézout qui vous permet de répondre à cette question. Puisque comme vous savez que... donc si vous prenez k premier avec n, on peut commencer comme ça, si vous prenez k premier avec n, vous pouvez utiliser la relation de Bézout qui vous dira qu'il existera des éléments dans z tels que vous avez une relation que vous connaissez normalement, que vous devriez avoir en tête, qui est que u fois k plus v fois n va être égal à 1, et puis vous utilisez la congruence modulo n pour vous rendre compte que vous allez obtenir u fois k va être congru à 1 modulo n, donc ça veut bien dire qu'il y a un inverse, puisqu'il suffira de prendre u, il suffira de prendre le représentant de la classe d'équivalence de u pour avoir une inverse. Donc on a ça, et puis si ça n'est pas congru à... Enfin, si c'est pas des éléments qui sont premiers entre eux, bah, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un diviseur commun. Et avec ce diviseur commun, bah, on peut juste multiplier par un autre élément pour obtenir 0 modulo n. Et donc, bah, si on a un produit avec un autre élément qui donne 0 modulo n, un autre élément qui est non nul, bah, ça veut bien dire que l'élément que j'avais de départ n'était pas inversible. Donc, ça peut être une façon de répondre. Peut-être une autre façon de répondre, c'est de remarquer qu'on n'arrivera jamais à 0, étant donné que si j'utilise la relation de Bézout, encore une fois, on pourra se rendre compte que tous les éléments que je vais obtenir vont être des multiples de ce diviseur commun. Donc c'est... Voilà. Je fais une remarque aussi en passant, si n était un nombre premier, on peut vérifier que z sur nz est un corps. Voilà. Ça aussi, ça fait partie des choses très importantes à savoir. Voilà, donc ça c'est dit. Ok, donc on a ça, et donc en particulier le nombre d'éléments qu'il y a là-dedans, je vous le donne en 1000, c'est phi de n. Alors maintenant, comment avoir cette relation? Eh bien, ça va être un joli, une jolie petite manipulation. Et la manipulation va être la suivante. Ce que je vais faire, c'est que je sais combien il y a d'éléments là-dedans, je vais prendre tous les éléments qui sont là-dedans, très bien. Et puis je vais en faire le produit. Donc, soit
Alors je vais prendre, disons, on va dire K1 jusqu'à K phi de n. Les différentes, donc je peux mettre des barres, les différentes classes de conjugaison. Oh, décidément, classe d'équivalence. J'appuie beaucoup sur classe d'équivalence parce que c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, Z sur Z, on oublie qu'il s'agit de classe d'équivalence. Je pense que c'est bien de réappuyer un petit peu sur le fait que c'est des classes d'équivalence. Donc différentes classes d'équivalence de Z sur NZ. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on peut donner une fonction bijective très simple. Et la fonction bijective très simple que je peux faire, c'est la fonction suivante. Je peux prendre soit un élément particulier k bar, toujours dans les multiplicatifs. Alors oui, j'ai oublié différentes classes d'équivalence de Z sur NZ, 3 bien sûr. Donc, tous les éléments qui sont inversibles dans Z sur NZ. Je les prends tous. Et d'un autre côté, je vais prendre k bar, juste un parmi eux. Et on peut remarquer que la fonction qui, disons, à x bar associe k bar fois x bar. Alors je peux oublier le bar juste un instant, juste le faire avec les classes de... Hop. Qui va aller donc des éléments inversibles par la multiplication vers, et ben je vous le donne en 1000. Si j'ai un élément qui est inversible dans Z sur NZ et que je multiplie par un autre élément qui est inversible dans Z sur NZ, j'obtiens un élément à nouveau inversible dans Z sur NZ. Et qui plus est, ce morphisme, c'est un morphisme de groupe qui est inversible. Et nous avons alors ceci, morphisme de groupe inversible, donc je pourrais même dire isomorphisme. Isomorphisme de groupe, si je vois ça comme étant un groupe avec l'action de la multiplication. Ok, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je regarde le produit pour i allant de 1 à phi de n de k 1 conclu à, enfin de k, des ki quoi, tout simplement. Si je fais le produit des ki en classe de conjugaison, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir la chose suivante. Je peux utiliser la bijection, là, la fonction que j'ai voulu mettre, là. Je peux l'utiliser en disant, en fait, multiplié par k bar, c'est une permutation des termes ou des facteurs du produit. C'est-à-dire que ça, si vous voulez, je peux même oublier le bar un instant, juste garder ki comme représentant de la classe de conjugaison. Je peux affirmer que ça va être congru à la même chose que le produit pour i allant de 1 à phi de n de ki fois k. Puisque multiplié par k, ça permute les éléments de Z sur NZ croix. C'est une permutation des éléments, des facteurs. Donc du coup la congruence marche. Et puis vous avez donc le produit des k que vous pouvez faire à part, le produit des ki qui réapparaît à nouveau. Donc j'obtiens k puissance phi de n fois le produit pour i allant de 1 à n des ki tout simplement. Bon, et puis je vous rappelle que tous les ki, c'était des éléments inversibles dans Z sur NZ. Si ce sont des éléments inversibles pour la multiplication dans Z sur NZ, ça veut dire que je peux diviser par ki. Je peux simplifier par ki. Et simplifier par le produit des ki. Alors j'ai mis n, mais c'est phi de n ici. Donc simplifier par ki, ce que ça me donne exactement le résultat que je veux, c'est-à-dire que 1, enfin, je vais me mettre dans le bon sens, que k à la puissance phi de n, ça va être congru à 1 modulo n. Et voilà, j'ai terminé. Je viens de résoudre le problème pour k, une classe d'équivalence, parce que là après je peux remettre le bar si je veux.
mais je viens de résoudre le problème pour k compris entre 1 et n, et donc bah, ça suffit pour résoudre le problème partout, comme je l'ai dit, puisqu'on travaille à congruence près. Voilà la résolution de l'exercice. C'est quand même joli, hein. Donc vraiment la bonne idée c'était de prendre le produit de tous les inversibles dans z sur nz, et en jouant avec ce produit, puis en jouant sur le fait que multiplié par un inversible fixé, ça revient à juste permuter les facteurs du produit, et bien on arrive à la conclusion. Donc voilà pour cet exercice. Bon, somme toute, ça fait un peu court, hein. Vous remarquerez que là je fais à peine 20 minutes. Alors j'aimerais juste ajouter un petit truc par rapport à ça. Alors je vais me permettre d'effacer. C'est qu'en fait, vous pourriez vous poser la question, est-ce que phi de n, c'est l'ordre minimal du groupe? Alors qu'est-ce que j'entends par ordre minimal du groupe? Est-ce que par hasard, phi de n, si je prends n'importe quel élément premier avec n, est-ce que si je fais, donc la question que je pose, c'est est-ce que la puissance alors je vais l'appeler lambda n, la puissance lambda n la plus petite, bon je vais mettre plutôt la puissance, je sais pas comment dire ça, je vais dire la puissance lambda pour l'instant, parce que j'ai pas envie de dire lambda n tout de suite. Est-ce que la puissance lambda la plus petite telle que pour tout m entier naturel non nul tel que le PGCD, que je vais écrire comme ceci cette fois, avec n vaut 1, et que m à la puissance lambda est congru à 1 modulo m, est-ce que cette puissance, la plus petite, qui vérifie ça, est en fait phi de n? Donc c'est ça la question que je vous pose. Est-ce que phi de n, c'est bien l'ordre du groupe en général? Donc quand je dis l'ordre du groupe, ça veut dire que ça doit vérifier ça. Que c'est la plus petite puissance, telle que n'importe quel élément que je prendrais entier naturel non nul qui serait d'un PGCD égal à 1, donc ça veut juste dire que dans z sur z, je prends un élément inversible, d'accord? Si je le mets à la puissance phi de n, je ne peux pas mettre une puissance plus petite que phi de n pour retrouver 1. C'est ça la question que je pose. Alors vous pouvez y réfléchir quelques instants, si vous voulez. Ok, bon j'espère que vous avez essayé. Et donc bah, la réponse est non. Et le plus petit exemple pour lequel ça arrive, c'est n égale 8. Si je prends n égale 8, quels sont tous les éléments inversibles dans z sur 8z? Bien, les éléments inversibles, c'est 1, 2 non, 3 non, 4 non, 5, 6, 7, 8. C'est tout. Donc j'ai que ces éléments-là qui sont inversibles. D'accord? Et puis, bah, chose remarquable, c'est que si je mets 1 au carré, ça fait 1 modulo 8. Donc, très bien. Si je fais 5 au carré, ça fait 25. Et 25, bah 25 c'est 24 plus 1. 24 c'est 8 fois 3, donc ça fait 1 modulo 8 aussi. Et si je fais donc si je fais 7 au carré, ça fait 49. Oh, 49. Et 49 c'est 48 plus 1. Et 48 c'est 8 fois 6. Donc ça fait 1 modulo 8 aussi. Ouais, j'ai loupé 3, c'est bien ce que je me disais. Je suis allé un peu vite là. 3, 5, 7. Bon, 3 ça va être pareil, hein, de toute façon. Donc si je fais 3 au carré, ça fait 9. Et 9, c'est congru à 1 modulo 8. Je me disais que j'ai loupé quelque chose là. Ben voilà, c'est bon, c'est mieux. C'est mieux. Et donc là, comme je viens de donner tous les inversibles de 8, c'est facile de voir combien vaut phi de n. Phi de n vaut 4. Donc ici, vaut de 8, phi de 8 vaut 4. Qui est différent de 2. Alors que là, bah, si je mets juste au carré les éléments, j'obtiens 1 partout. Ok? Bon voilà, et ben suite à cette question-là, et peut-être même d'autres questions autour de ça, et ben il y a une définition du plus petit indice qui vérifie la chose que je veux. Et cette définition, on la note, enfin on définit l'élément comme étant lambda n, c'est pas pour rien que je l'ai appelé lambda, et en fait,
lambda n, c'est ce qu'on appelle l'indice de Carmichael. Indice de Carmichael. Carmichael ou Carmichael, mais bon, je crois que ça se dit Carmichael. Donc c'est l'indice de Carmichael. Donc l'indice de Carmichael est défini comme étant le plus petit élément qui vérifie ce qu'on veut. Et donc ce qui va être assez intéressant, donc ici, là, dans l'exemple, hein, lambda de 8, c'est égal à 2. Et donc bah, lambda n, en fait, pour le calculer, si on voulait le calculer, on pourrait juste déterminer le PPCM de tous les ordres de chacun des éléments. Donc le plus petit multiple commun qu'il y a pour les ordres de chaque élément dans le groupe. Donc les éléments inversibles, encore une fois, dans le groupe. Donc on pourrait faire ça. Il y a aussi des propriétés qui sont assez similaires à ce qui se passe pour phi. Comme on sait par exemple que phi de n fois m, ça fait phi de n fois phi de m si n et m sont premiers entre eux. Bon bah pour lambda, il y a quelque chose, bon c'est pas tout à fait ça, mais il y a quelque chose à peu près similaire, c'est-à-dire que je peux déduire lambda de n fois m connaissant lambda de n et lambda de m, si n et m sont premiers entre eux. Je peux faire ça. Mais bon, il y a quelques petites subtilités de calcul qui interviennent pour cet indice. Et donc voilà. Et par définition, puisque ça c'est une question d'ordre, si je dis pas de bêtises, c'est Lagrange qui permet de dire ça, c'est que lambda n va nécessairement être une valeur qui divise phi de n. Étant donné que l'ordre d'un groupe, si je trouve une puissance telle que la puissance de n'importe quel élément vaut 1, eh bien cet élément, l'exposant que j'ai choisi, va être un élément qui doit être divisible par l'ordre du groupe. Et ici, l'ordre du groupe, c'est lambda de n. Donc bah voilà, c'est par définition, puisque phi de n vérifie bien la bonne propriété, hein, on a ça, la même propriété, donc ça veut dire que lambda de n divise phi de n. Voilà. Et c'est vraiment parce que lambda de n c'est le plus petit, sinon ça serait faux. Mais voilà, donc c'est l'indice de Carmichael, et Carmichael c'est un nom qu'on peut rencontrer dans un autre cadre de problème, assez similaire, assez proche de celui qu'on est en train de faire là, parce qu'il y a eu un problème concernant la définition des nombres. Alors, vous savez certainement, et je vais terminer là-dessus, vous savez certainement que déterminer des nombres premiers très grands, c'est compliqué. Savoir si je vous donne un nombre, c'est plutôt ça le problème, si je vous envoie un nombre très très grand, c'est en général difficile de savoir si le nombre est premier ou pas. D'accord ? Bon, à part s'il est pair ou s'il y a des trucs faciles, mais si c'est des trucs moins faciles, je vous donne un nombre très grand, c'est en général difficile de savoir si c'est un nombre premier ou pas. Et donc Carmichael, c'est pas que lui, mais en tout cas Carmichael et peut-être une part de Fermat, se sont posé la question s'il n'y aurait pas moyen de caractériser des nombres qui seraient premiers autrement. Et la caractérisation qui était proposée, c'était la suivante. N serait premier, je dis bien serait premier, et pour l'instant je mets premier tant que tel, mais je le dis que ce serait premier, si et seulement si, pour tout A entier naturel non nul, A premier avec N, eh bien, ou non, même pas premier avec N, là, on oublie ce que je viens de dire là, il n'y a même pas besoin de premier avec N, A puissance N est congru à A modulo N. Ce qui revient à la même chose que si A est premier avec N, je peux diviser par A, et j'obtiendrai donc, puisque A sera inversible, et j'obtiendrai donc un résultat qui ressemblerait à ce qui se passe pour Fermat dans le cas général avec un nombre premier P, etc. Bref. Donc il y a Carmichael et peut-être d'autres qui se sont penchés sur cette question, à savoir est-ce que en effet, si je prends un nombre premier, c'est équivalent à dire que je vérifie cette propriété-là. Et la réponse est non. Être un nombre premier va impliquer ça, mais on n'a pas l'autre sens. Toutefois, il se trouve que des nombres qui vérifient cette chose-là, c'est déjà des nombres très intéressants, puisqu'ils vont plutôt bien se comporter quand on va vouloir faire du code correcteur, ou encore une fois, si on veut faire des chiffrements ou des choses comme ça, comme ici, là, je disais que ça c'était utile pour le RSA, il se peut que utiliser des nombres comme cela, des nombres n qui vérifient cette propriété-là, se comporte d'une certaine manière comme si j'avais pris un nombre premier. Et ça peut être amplement suffisant
pour tout ce qui est code, etc. etc. Et donc bah, ces nombres-là, on les appelle des nombres tout bonnement pseudo-premiers. Donc ce sont des nombres pseudo-premiers, et ces nombres pseudo-premiers, ils ont pas mal de bonnes propriétés. Des propriétés qui peuvent être un peu en lien avec les nombres premiers, certes, mais voilà, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et par contre, bah, comme je viens de le dire, il y a des nombres qui sont pseudo-premiers sans être premiers, et le premier exemple, et là vous allez peut-être être surpris, le premier exemple qu'il y a qui me contredit cette équivalence si je demandais juste premier, c'est n égale 561. Je dis que ça devrait vous surprendre peut-être parce que bah, peut-être vous vous seriez dit oui bah, le premier exemple il est peut-être pas loin. Et bah étonnamment il est loin. Il est loin. Et donc ça c'est le premier nombre pseudo-premier qui n'est pas premier. Et les nombres pseudo-premiers qui ne sont pas premiers, on les appelle les nombres de Carmichael. Pardon. Donc ça c'est le premier nombre de Carmichael. Donc les nombres de Carmichael, ce sont des nombres qui sont pseudo-premiers, mais qui ne sont pas premiers. Et donc, ce qui est assez dingue, avec toutes ces restrictions pourtant posées, ce qui est assez dingue, c'est qu'on arrive à montrer qu'il y a une infinité de nombres pseudo-premiers, et de nombres de Carmichael, donc pseudo-premiers, non premiers. Et puis on peut aussi montrer que si je fais si je prends une suite arithmétique, ça fait partie des petites choses que j'avais déjà dit aussi lors du tout premier épisode d'Exotcall. Si je prends une suite arithmétique, j'avais déjà dit que quand je prends une suite arithmétique avec A et B premiers entre eux, je vais faire le parcours d'un nombre infini de nombres premiers. Eh bien, si on fait la même chose, on va parcourir, avec ce contexte ici, on va parcourir une infinité de nombres de Carmichael. C'est dingue quand même. Pourtant, le nombre de nombres Carmichael, a priori, on ne se serait pas attendu à ce qu'il y ait une infinité ou des choses comme ça, peut-être pas forcément. Mais à ce point, c'est quand même assez fou. Et il y en a même qui sont allés jusqu'à étudier comment se comporte ce nombre de Carmichael, enfin, comment se comporte le nombre de Carmichael qui sont plus petits que n quand n devient très grand, et il y en a qui ont trouvé une borne du type n puissance 2 sur 7, ce qui est un peu étrange comme borne, mais bon voilà, c'est de la théorie des nombres hein, de toute façon, donc dès qu'on fait de la théorie des nombres, on fait de l'analyse très poussée en général, surtout quand on va très loin. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses assez mystérieuses et assez intéressantes derrière finalement ce problème, qui est un problème, comme j'ai dit, très classique de classe préparatoire. Mais je voulais juste vous montrer ce qu'on pouvait toucher derrière. Et donc notamment cette question d'indice de Carmichael, qui a quelques petites bonnes propriétés assez intéressantes. Et cette histoire de nombre pseudo-premier. Donc qui peut avoir aussi son intérêt. Donc voilà, bah, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire pour cet Exotcall, et en fait pour ce petit Exotcall, et en fait pour aujourd'hui. Donc bah, la semaine prochaine, je le dis maintenant, il n'y aura pas de vidéo sur cette chaîne, malheureusement, enfin ça dépend, mais en tout cas malheureusement je ne pourrai pas donner de vidéo parce que bah, je vais bouger à Toronto. Là je suis actuellement encore à Montréal bien sûr, mais je vais bouger à Toronto pour participer et faire un exposé devant des gens en recherche pour une rencontre qui s'effectue tous les hivers à Toronto. Pas forcément à Toronto je crois, peut-être que si, tout le temps à Toronto, mais ça je suis pas 100% sûr puisque c'est la première fois que j'y vais alors. Donc bon voilà, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, bah, j'ai ça de prévu pour le week-end prochain, et du coup bah ça fait que j'ai pas encore moins de temps encore à proposer pour la chaîne, donc je préfère ne pas proposer de vidéo pour la semaine prochaine. Par contre dans 2 semaines j'aurai une vidéo à vous proposer, et je pense qu'on parlera de coin recherche. Ça fait un petit moment que j'ai laissé de côté le coin recherche, je pense que ça peut être le bon moment de reprendre. Et peut-être, si le temps me le permet, je vous proposerai un Exotcall. Alors si c'est pas dans 2 semaines, ça sera dans 3 semaines. Mais j'essaierai de vous proposer un exercice vraiment un peu avec plus de substance encore pour la fois prochaine. Comme ça,
voilà, il y aura des choses, et puis voilà. Les vacances de Noël arrivant, j'essaierai de vous proposer aussi une petite, comme je l'ai fait pour les vacances de la Toussaint, un ensemble de petits exos de colle rapides et intéressants à faire. Juste pour réviser, pour avoir encore d'autres trucs à réviser pendant Noël, ça peut être sympa. Mais voilà, il n'y aura pas de vidéo non plus pendant les vacances de Noël, je le dis maintenant, comme ça c'est dit aussi. Et puis voilà. Bon, j'aurai l'occasion certainement de le répéter, comme tout bon professeur qui se doit, il répète. Donc voilà. Bref, sur ce, comme d'habitude, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours ou des choses comme ça positives, ça motive, vraiment beaucoup, surtout en cette période. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui seraient intéressés par la vidéo ou par le contenu de la chaîne en général. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à actionner la clochette pour avoir les nouvelles vidéos qui sortent. Ça aussi, ça fait toujours... c'est toujours bien de le faire, je pense, parce que bon, si on va avoir les dernières actualités d'une chaîne YouTube, c'est la meilleure chose à faire. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine, peut-être, ça dépend bien sûr de quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. Portez-vous bien, et salut à tous!